Nous y voilà. Forget the mistake, remember the lesson, car selon Platon, la victoire sur soi est la plus grande des victoires. Oui, au lieu de se comparer aux autres, la sagesse recommande de travailler tous les jours afin de devenir la meilleure version de soi-même. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci de rester fidèle à ce programme de déontologue. Oui, ce programme mensuel qui réussit à réunir des spécialistes à travers l'Afrique et aussi à travers le monde afin d'aborder prioritairement des questions à la fois de santé mentale et aussi de maladies mentales. La thématique de ce jour. Enfants surdoués ou personnes à fort potentiel. Comment ces êtres ont-ils amélioré le processus d'apprentissage? Que devient le surdoué une fois qu'il a atteint l'âge adulte? On compte plus de 1 million d'adultes surdoués en France. Ces zèbres intriguent. Certains ont une vie passionnante, d'autres rencontrent de nombreuses difficultés. Un paradoxe à comprendre. Patrick, chercheur en neurosciences dans une université parisienne, a aujourd'hui 40 ans et est heureux dans sa vie professionnelle et personnelle. Mais il a vécu une adolescence compliquée. En classe de troisième, ses résultats scolaires chutent, sans raison apparente, alors qu'il a toujours été un bon élève auparavant. Puis il commence à déprimer et ses parents ne savent plus quoi faire. En consultant un psychologue et en passant des tests, Patrick découvre qu'il est surdoué, précoce ou encore à haut potentiel. Trois termes équivalents, car son quotient intellectuel, QI, est de 145. Grâce à une prise en charge adaptée, l'adolescent reprend goût à la vie, fait de brillantes études, se sentant désormais bien dans sa peau et dans sa tête. Adulte, il reste surdoué, il le sait, et met à profit ses aptitudes dans des recherches scientifiques et dans ses relations personnelles. Mais le cas de Patrick n'est pas si commun. Certaines personnes ne savent pas qu'elles ont un haut potentiel et vivent mal sans comprendre pourquoi. D'autres ne réussissent pas dans la vie alors qu'elles étaient des enfants précoces. D'ailleurs, le terme précoce n'est guère adapté lorsqu'on parle d'un adulte. Quant à l'appellation surdoué, il n'est pas forcément meilleur, restant associé au mythe du toujours plus, de celui qui aurait reçu un cadeau à la naissance, comme l'indique l'équivalent anglo-saxon gifted, dont surdoué est la traduction. C'est pourquoi l'expression haut potentiel est maintenant préférée et c'est aussi la plus fréquemment usitée aujourd'hui dans la littérature scientifique. Mais ces mots, encore, donnent l'injonction d'une compétence, d'une capacité qui serait bien vue d'utiliser à son maximum. C'est pourquoi j'emploie quant à moi le terme zèbre pour désigner ces personnalités atypiques et attachantes dont le fonctionnement tant intellectuel qu'affectif se distingue des autres. Ils diffèrent dans leur façon d'être au monde, comme le zèbre au milieu de la savane, dont les rayures sont pourtant uniques, comme les empreintes digitales. En bref, les cliniciens et psychologues ont longtemps négligé les profils des adultes surdoués, censés avoir tout pour réussir, aucun besoin d'aide. Pourtant, certains présentent les mêmes difficultés que les jeunes précoces, pensée hyperactive, sentiment de décalage permanent, difficulté à s'intégrer, grande sensibilité sur le monde. Il est temps de les comprendre et de les aider. Ils peuvent apporter beaucoup à notre société. Pour aborder la thématique de ce jour, nous allons accueillir les spécialistes qui nous ont fait l'amitié d'être parmi nous. Ce soir, il s'agit de Monsieur Bertin Niamen, Docteur Bertin Niamen, il est sociologue, il nous appelle depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir, bienvenue, docteur. Allô, docteur, si vous êtes en train de parler, vous devez allumer votre micro. Allô, docteur Niamen? Alors, Oui, bonsoir Aurélien, bonsoir aux panélistes, frères et sœurs. Toutes mes excuses, j'avais du mal à ouvrir un peu mon micro. Donc, heureux de retrouver, elle a dit la team, ce soir pour parler
d'un sujet aussi important que des enfants surdoués, que nous pouvons aussi retrouver, que ce soit à la maison ou en classe, en phase d'apprentissage. Donc, je suis là pour apprendre également et participer. Merci. Merci à vous, docteur Niamé. Juste après vous, je vais accueillir Madame Tchoua. Elle est psychologue. Elle nous appelle depuis le Cameroun. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Monsieur Kokam, et bienvenue à chacun de nous. Juste après vous, je vais accueillir Monsieur Aboukerim Pellegrini. Il est psychologue clinicien de la santé. Il nous appelle depuis le Togo. Bonsoir, bienvenue, Monsieur Aboukerim. Oui, bonsoir Aurélien et bonsoir aux co-panélistes. Encore heureux de retrouver des amis sur cette plateforme pour continuer par apprendre, éclairer et avancer ensemble. Merci, M. Aboukerim. Juste après M. Aboukerim, je vais accueillir le docteur Nathalie Machen. Bonsoir, bienvenue. Elle est du côté du Cameroun, du côté de Douala. Bonsoir, bienvenue, docteur. Bonsoir à tous. Merci pour cette plateforme. Je ne suis pas souvent là, mais je suis vraiment content d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Nous également, nous sommes contents que vous soyez parmi nous ce soir et j'espère que vous serez toujours parmi nous. Juste après vous, je vais accueillir Madame Florine Yotat. Elle est coach en développement personnel. Elle nous appelle également depuis le Cameroun. Bonsoir, bienvenue, Madame. Bonsoir, merci. Bonsoir à vous aussi. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. Un peu fatiguée, mais ça va. Merci pour l'accueil. Ok, alors, comme je disais à l'entame de ce programme, nous allons parler des enfants surdoués ou personnes à fort potentiel. Comment ces êtres ont-ils amélioré le processus d'apprentissage? Alors, une fois que j'ai présenté le panel qui est avec nous ce soir, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Longtemps, les cliniciens ont ignoré cette population d'adultes surdoués, alors que les enfants et les adultes précoces, pris dans les exigences de l'école, dans les injonctions de réussite, ont fait l'objet d'une abondante littérature. Les parcours de réussite ou d'échec de ces jeunes ont poussé les chercheurs cliniciens et neuropsychologues à tenter de comprendre quels obstacles se dressaient sur leur chemin. Mais rien d'équivalent n'a été fait pour les grandes personnes. Je voudrais passer la parole à M. Aboukerim. Est-ce que, M. Aboukerim, pour vous, vous avez une explication? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, sur les grandes personnes, des recherches n'ont pas été menées, ou alors peut-être que vous avez une littérature qui nous permettra de comprendre si des recherches ont été menées sur les grandes personnes? Merci pour la parole, Monsieur Aurélien. En ce qui concerne ce sujet, les études ont beaucoup plus concerné les enfants que les adultes. Cela dit, il peut avoir, bon, à ma connaissance, je n'ai pas vraiment une étude sous la main pour que je puisse la partager avec vous, mais il existe quand même des études. Des études ont été menées sur les grandes personnes, les personnes adultes surdouées, souvent sous l'angle d'une affection psychopathologique qu'est la TDAH. Donc, faut dire trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Donc, ce n'est pas souvent en termes du potentiel, du haut potentiel que les études ont été menées sur les personnes adultes. Mais concernant les enfants, c'est là que les études pour voir un peu leur fonctionnement, surtout intellectuel, ont été menées et pour essayer de comprendre comment aménager l'environnement, comment les aider à mieux vivre leur situation, parce que comme vous l'avez lu dans le test, il y a eu beaucoup de paradoxes.
ces enfants qui peuvent être bien brillants et aussi bien sombres dans leur rendement. Donc, beaucoup d'études ont été menées pour essayer de comprendre. Et c'est en cela que comment je vais dire, le thème que vous avez donné aujourd'hui, comment les enfants à fort potentiel ou bien au potentiel intellectuel élevé ont contribué à faire évoluer les apprentissages. Donc, c'est en ces termes, c'est parce que ces enfants posaient un peu de difficultés, ils posaient des difficultés face aux apprentissages traditionnels qu'on avait, et donc il fallait trouver des créneaux pour pouvoir les amener à trouver vraiment leur pleine expression, à pouvoir s'exprimer dans le cadre des études. Ce qui se faisait traditionnellement semblait beaucoup plus ennuyant. Ils n'arrivaient pas vraiment à exprimer leur créativité, à pouvoir exprimer leur talent et à s'épanouir dans le cadre scolaire ou des études. Donc, c'est en cela qu'ils ont contribué à ce que la façon de donner les apprentissages ou bien la façon d'enseigner puisse évoluer. Et donc, désormais, ce ne serait plus traditionnel comme on le faisait, c'est-à-dire venir donner un enseignement magistral. Ce serait à travers des approches de grande autonomie, dont on laisse les enfants s'exprimer. Et ce n'est pas qu'on vienne leur donner un savoir, mais on vient accueillir ou bien apprendre d'eux et maintenant créer un cadre qui permet à l'ensemble de pouvoir trouver leur compte dans le cadre qu'on a créé. Voilà, donc c'est en cela que ces enfants ont permis l'évolution de la transmission du savoir. Donc je vais m'arrêter là en attendant que les autres intervenants puissent contribuer, puissent donner leur point de vue afin qu'on puisse ensemble continuer à évoluer. Merci bien. Merci, M. Aboukerim. Je voudrais passer la parole au sociologue. Dr Niamène, pour vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la question? Pourquoi il n'y a pas eu, ou alors peut-être que vous avez des études qui ont été menées sur des personnes adultes. Qu'est-ce que vous avez comme information? Ok, ben merci Aurélien, merci aux autres panélistes. Alors, bon, c'est une thématique, j'allais dire, qui n'est pas forcément facile à traiter, même s'il y a beaucoup d'études qui sont passées, qui sont intéressées à la question donc de l'apprentissage des surdoués. Alors, je m'en vais dire que pour tout enfant, ou bien pour toute personne, l'apprentissage devient, j'allais dire, un levier d'intégration sociale. Comment est-ce que on va lui apprendre comment est-ce qu'on vit dans la société, ou bien comment est-ce qu'on s'intègre, que ce soit depuis le milieu familial ou à travers l'école ou le milieu professionnel, pour ne citer que ces trois grands milieux. Ça, c'est un. Et concernant les enfants, l'apprentissage peut se faire, j'allais dire, seul, mais également aussi en équipe. Pourquoi? Parce que seul, ça peut être la maison, mais en équipe, à l'extérieur, pour apprendre, j'allais dire un facteur social tel que le partage, ou savoir s'ouvrir aux autres et apprendre les uns avec les autres. Alors, donc, ce genre d'enfants, généralement, il faut aller interroger leur intérieur. Leur intérieur, puisque si l'entourage, l'environnement est ennuyeux pour eux, c'est parce que on va s'expliquer le fait qu'ils ne se retrouvent pas dans le milieu, dans son environnement, je peux dire d'apprentissage scolaire. Et pour rejoindre le premier panéliste tout à l'heure, il faut pouvoir adapter. Donc, il y a une question d'adaptation.
Et très souvent, pour les amener à s'exprimer aussi, puisque en interrogeant, il allait dire, ces deux hémisphères, puisqu'on apprend avec les deux hémisphères, il y a un des cerveaux, je crois le cerveau droit, qui est de l'ordre de tout ce qui est mathématiques ou français et autres. Et puis, il y a le cerveau gauche, qui est de l'ordre de la structuration des formes, des couleurs, des lignes et tout ça. Donc, généralement, c'est les amener soit en les aidant à faire beaucoup de sport, à pratiquer de l'art, ça peut être les arts visuels, ça peut être la musique, ça peut être de la danse ou une pièce de théâtre pour accompagner leur intégration sociale, leur intégration, j'allais dire, dans le milieu. Donc, pour l'instant, je peux rester à ce niveau et puis partager, j'allais dire, la parole et écouter également. Merci. Merci, docteur. Juste après vous, je vais passer la parole à un autre docteur. Docteur Mathieu, vous, c'est vrai, vous êtes médecin, mais vous êtes mère d'enfant. Est-ce qu'il vous est arrivé de remarquer un certain nombre de capacités ou d'aptitudes que vous n'avez pas pu détecter peut-être auparavant chez vos enfants? Merci de me passer la parole. Malheureusement, non, parce que je ne suis pas dans le domaine neurologique, mais dans nos pratiques journalières, c'est plutôt les enfants qui nous posent problème. Donc, c'est chez les enfants qu'on constate des comportements. Bref, les parents, ils se plaignent. Il n'est pas attentif à l'école. Il a des sous-moyennes. Il fait les devoirs quand il veut. Mais malheureusement, dans nos hôpitaux, on n'a pas encore trouvé comment faire pour orienter ces enfants. Bon, on ne sait pas s'ils sont surdoués ou pas. Donc, dans notre pratique, on les fait consulter par des psychologues, par des psychiatres. Généralement, lorsqu'ils sont agités et tout, on les met sous traitement, mais sans plus. Donc, des études n'ont vraiment jamais été menées, ni chez les enfants et encore moins chez les adultes. Donc, je ne peux pas parler à la place de mes collègues neurologues, mais jusqu'à présent, on n'a pas d'études faites concernant les surdoués chez nous au Cameroun dans notre contexte. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Merci, docteur Mathieu. Je voudrais passer la parole à Madame Florine Yotat. Vous êtes coach en développement personnel. Est-ce que pour vous, vous comprenez pourquoi il n'y a pas eu des études qui ont été menées sur des personnes, des grandes personnes? Est-ce que vous comprenez pourquoi le souci que le docteur Mathieu pose? Est-ce que vous comprenez pourquoi, dans notre contexte, on a encore des difficultés à gérer ce type d'enfant, Madame Yotat? Bon, moi, je me dis que pour gérer ce type d'enfant, il faut beaucoup de moyens. Déjà, dans notre pays, c'est pas évident et ils ne sont pas à la portée de tout le monde parce que je me souviens, j'ai suivi un reportage un jour un homme politicien de ce pays qui avait remarqué un enfant surdoué et il a essayé d'aider cet enfant-là pour envoyer l'enfant à l'étranger. C'est parce que chez nous, on n'a pas encore assez de moyens pour prendre en charge ce genre d'enfant parce que c'est beaucoup d'enfants, mais c'est beaucoup c'est beaucoup de responsabilités. Et je crois que j'en ai déjà vu quelques-uns qu'on a réussi à pêcher au Cameroun du côté de l'étranger, si je ne me trompe pas, parce qu'il y avait aussi une petite fille qui avait eu le bac, je crois, à 13 ans, ici au Cameroun, qu'on a envoyé de l'autre côté. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Il y a certaines personnes dans notre pays qui veulent bien, mais il faudrait vraiment que le gouvernement s'intéresse aussi à ça de manière particulière, parce que pour prendre en charge ce genre d'enfants, c'est pas vraiment évident financièrement. Et il n'y a rien qui a été prévu pour ça. Donc, du coup,
Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont encore cachés, qu'on ne peut pas exposer comme ça parce qu'il y a aussi les parents qui les protègent. Vu que c'est aussi qu'on n'est pas très confiance de nos jours, on fait pas confiance à tout le monde de nos jours. Du coup, il y a des gens qui veulent pas mettre la vie de leurs enfants aussi en danger. Donc, c'est très compliqué. C'est vraiment compliqué. Merci, merci, Madame Yotat. Je voudrais passer la parole à Mademoiselle Tchoutchoua. Mademoiselle Tchoutchoua, vous comprenez les préoccupations de Madame Yotat? Elle soulève le problème de moyens, elle soulève la relation de confiance entre les parents et le thérapeute. Est-ce que vous, en tant que thérapeute, vous avez déjà eu une expérience d'un enfant surdoué ou alors d'un adulte surdoué? Merci de me donner la parole, Monsieur Pokam. Personnellement, dans les accompagnements que j'offre, je ne travaille pas avec les enfants. Et quand je travaille avec les adultes, ils viennent en thérapie avec un problème bien précis. Et les problèmes en réalité concernent, du moins les problèmes que j'accepte de prendre en charge ou d'accompagner, c'est des situations liées aux douleurs, aux souffrances dans une relation. Bien. Je voudrais revenir à la thématique telle que je la vois formulée là. J'ai un peu du mal à vous suivre, hein, Monsieur Pokam. Comment ces êtres ont-ils amélioré le processus d'apprentissage? Est-ce que nous entendons par là que ces personnes dites surdouées ont amélioré leur processus d'apprentissage? Et nous sommes en train de chercher à comprendre comment est-ce qu'elles ont amélioré leur processus d'apprentissage. Je ne sais pas répondre parce que je n'arrive pas à bien comprendre la question. Toujours est-il que un enfant, je veux dire quoi, des personnes, j'ai pas envie de dire des enfants, une personne surdouée, dit-on. En général, quand on en parle, ça se rapporte essentiellement aux apprentissages. Et c'est mesuré avec des outils bien précis qui identifient du moins la manière d'assimiler ou bien d'asseoir les compétences pour certains acquis. En fait, je veux insister sur la notion il s'agit d'apprendre. Donc, c'est une personne qui arrive avec un cerveau vide, pratiquement un enfant ou neuf ou en train de maturer. Et cette personne est censée, à cause de sa position, est censée recevoir des notions, toutes les sortes de notions que tous les autres reçoivent, que tous les petits hommes reçoivent, des notions qui vont lui permettre de grandir et d'arriver à son autonomie, à son indépendance. Donc, si tel que vous l'avez mentionné dans l'introduction, les études qui sont disponibles concernent essentiellement les enfants, nous sommes en train d'observer que c'est tout à fait légitime puisque le caractère de surdoué consiste, du moins d'après ma petite compréhension, souligne la capacité, du moins une capacité ou bien une aptitude particulière, une sorte de rapidité quant à accéder aux notions. Oui, quant à accéder aux notions, il y a une certaine rapidité par rapport aux autres. Et cela est... Mademoiselle Tchoutchoua, si vous me permettez de vous relancer, c'est vrai que la thématique fondamentalement est sur les enfants. Mais ces enfants, on constate que quand ils deviennent des personnes adultes, continuent d'avoir des difficultés et restent tout de même des personnes surdouées. Et dans le texte, on s'interroge de savoir pourquoi des études ne sont pas menées sur des personnes adultes, mais seulement, comme vous le dites, sur les enfants. Vous voulez parler des études pour comprendre le caractère surdoué ou bien des études pour comprendre leur souffrance? Les deux. Les deux, parce que c'est ce caractère surdoué qui entraîne certaines difficultés que rencontrent les enfants et les personnes adultes dites à haut potentiel et dites surdouées. Je ne saurais être aussi catégorique que vous. Je n'ai pas les éléments
pour l'être, du moins pour être aussi affirmatif que vous l'êtes là. Bien, je ne ferai pas. Maintenant, pourquoi est-ce que ça n'intéresse pas la recherche? Je ne sais pas, je ferai des hypothèses. C'est-à-dire qu'à l'avance, ça nécessite de faire des études là-dessus. Ça nécessite de trouver un intérêt. Quel est l'intérêt quel est l'intérêt de faire des recherches sur les personnes surdouées, enfants ou bien adultes? Je vois pas l'intérêt. Du moins, personnellement, je questionne quel est l'intérêt. Si c'est des personnes, ces personnes surdouées-là ont certainement un don particulier dont elles ont bénéficié de la part de la nature, et ces personnes-là peuvent contribuer valablement au socle de soft commun, c'est-à-dire participer à faire société, et ces personnes-là, ce que font déjà tout le monde, ce que font les autres, ce que fait tout le monde. Donc, je questionne quel serait l'intérêt d'une telle recherche. En plus, c'est une population qui est suffisamment réduite. Je questionne l'intérêt d'autant plus que aujourd'hui, à propos de l'instrument dont il est question, c'est-à-dire le cerveau, le système nerveux, c'est lui qui est interpellé, quant à dire le caractère surdoué ou pas. Donc, je questionne cet intérêt-là dans la mesure où tout ce que la recherche sait aujourd'hui sur le cerveau, tout cela est mesuré à la quantité, de choses qui restent à propos du cerveau. Je veux dire ceci, les enfants, ce dont nous disposons pour mesurer le caractère surdoué ou pas, c'est un instrument suffisamment erroné, puisque à propos du cerveau, les connaissances sont hyper rudimentaires. Nous en sommes encore au balbutiement. Les sciences qui concernent le cerveau sont des sciences pré-paradigmatiques. Nous partons sur des hypothèses, mais il n'y a pas un paradigme déjà arrêté, parce que le cerveau reste un organe non seulement dans un corps, mais un corps dans un contexte. Alors, si nous sommes en train d'introduire une mesure pour comparer un enfant à un autre, ça nécessite de comparer, pour dire qu'il faut étudier, de mesurer et donc de comparer. Si nous sommes en train de devoir introduire une mesure, quand les contextes changent, je sais pas, quand les contextes changent, le caractère scientifique de la mesure est remis en question. Donc, je dis bien que je ne sais pas quel est l'intérêt que la recherche aurait à s'investir particulièrement sur les surdoués, enfants comme adultes. Merci, je m'en tiens là. Ok, merci à vous. Monsieur Aboukerim voulait prendre la parole. Monsieur Aboukerim. Oui, d'accord, merci beaucoup. Et je salue de passage les ateliers psy pour son intervention. Oui, telle que elle est en train de le dire, oui, les études ne se sont pas vraiment focalisées sur les personnes adultes. Je l'ai dit dans ma première intervention, c'est au niveau des personnes adultes, l'accent est plutôt mis sur la psychopathologie, c'est-à-dire sur les troubles qu'on peut constater. On constate que cette personne est hyperactive, elle est émotionnellement, comment je vais dire, un peu éteinte, ou bien cette personne, elle est souvent isolée et n'est pas très impliquée dans les activités sociales. Elle aime souvent y aller peut-être seule. Donc, c'est ce qui a intéressé beaucoup plus les chercheurs, et c'est un angle psychopathologique. Mais au niveau des enfants, ce qui a été frappant, c'est que quand on est en face des enfants, et bon, on avait déjà des critères qui sont établis. On veut, les enfants sont évalués à travers ces critères-là. Donc, et on trouve maintenant des enfants qui semblent avoir déjà une avance, une bonne avance sur ce que les enfants sont supposés assimiler. Alors, c'est là qu'on commence par s'interroger. J'aimerais apporter une précision en disant que
surdoué ou bien un enfant à haut potentiel intellectuel qu'un enfant qui a été diagnostiqué. Ce n'est pas une perception intuitive. Donc, on voit et puis à travers, c'est vrai, on peut le voir à travers les réactions de l'enfant. Mais cela dit, tant qu'on n'a pas encore fait un test, tant qu'on n'a pas encore vu un professionnel qui saura dire qu'effectivement cet enfant est surdoué, ce serait peut-être une erreur. Ce serait une erreur de commencer par taxer un enfant de surdoué sans qu'on ait des repères scientifiques qui puissent vraiment le témoigner. Donc, il faudrait qu'on soit prudent. C'est vrai que dans nos contextes, souvent il y a la difficulté, telle que la collègue médecin était en train de le dire, il y a un peu de difficulté à pouvoir diagnostiquer, à pouvoir tester ces enfants-là. Et souvent, ils sont marginalisés et puis on laisse ces enfants avec leurs parents et on utilise souvent la méthode thérapeutique qui est souvent traditionnelle. Donc on va voir peut-être un psychiatre qui va commencer par mettre peut-être des psychotropes ou bien qui va commencer par mettre un autre traitement dans le but d'amener l'enfant à être beaucoup plus accepté par ses parents. Bon, cela dit, c'est vrai qu'on traumatise la plupart de ces enfants et il faudrait que on le sache et qu'on commence par changer, qu'on commence à modifier notre approche auprès de ces enfants. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un test d'intelligence qui permet maintenant d'identifier clairement que cet enfant a un haut potentiel intellectuel. Un haut potentiel intellectuel qui se situe selon les normes au-delà de 130. Le QI qui est au-delà de 130. Voilà, donc il faudrait vraiment qu'il y ait un spécialiste qui dise que cet enfant a un haut potentiel intellectuel et là, il va subir un accompagnement qui lui permettra maintenant de pouvoir mieux s'adapter et pouvoir mieux grandir pour qu'à l'âge adulte, qu'il ne soit pas là à faire encore face à des difficultés d'intégration à la société. Merci. Merci, M. Aboukarim. C'est vrai que dans le texte, merci à M. Aboukarim, c'est vrai que dans le texte, on parlait de Patrick qui a un QI de l'ordre de 145 par là. Bon, on va essayer de continuer dans notre littérature pour essayer de comprendre peut-être un certain nombre de choses. Nous sommes pourtant loin de la réalité de ce que vivent ces grands enfants, propulsés dans un monde où les contraintes d'adaptation et les exigences de réussite restent un enjeu complexe et sont bien équivalentes, voire supérieures à celles du terrain scolaire. Mais là encore, comment s'intéresser à des personnes qui auraient plus que les autres et pour qui tout devrait aller bien? Être surdoué ne correspond pas seulement à une mesure quantitative de l'intelligence. Même si les études scientifiques considèrent qu'il faut avoir au moins effectivement 130 de QI sur les échelles validées internationalement, les plus utilisées, à savoir les épreuves de Wechsler, adaptées à chaque âge. En effet, le seuil de 130 n'est qu'une combinaison de scores obtenus à différentes épreuves où il faut, par exemple, définir des mots, comprendre différentes situations, manipuler des objets dans l'espace. S'y ajoutent des exercices de mémoire, de vitesse, d'attention, de concentration. Toutes ces épreuves permettent de calculer 4 indices: compréhension verbale, raisonnement perceptif, vitesse de traitement et mémoire de travail, dont la combinaison donne effectivement ce dont on a parlé, le QI, mais le seuil de 130, qui devrait être homogène, l'est rarement sur les dernières versions de tests, plus sensibles à des facteurs motivationnels qu'à des aptitudes cognitives.
et car elles évaluent des compétences spécifiques, souvent moins investies par les sujets à haut potentiel. Madame, tu as parlé tout à l'heure de motivation, d'intérêt à mener des études sur les personnes surdouées. Et effectivement, même dans le texte, on parle de facteurs motivationnels. Est-ce que, docteur Niamen, est-ce qu'avec vous, on peut essayer de comprendre quels peuvent être les facteurs motivationnels qui permettraient de mener des études sur ces personnes à haut potentiel, que ce soit des enfants ou alors que ce soit des adultes? Ok, merci Aurélien. Alors, que ce soit un enfant ou une grande personne, comme je le disais tantôt, son intégration au sein d'une société, et quand on parle d'intégration, qu'est-ce qu'on attend concrètement de lui? C'est ce qui va nous amener à aller étudier son comportement. C'est ce qu'on va amener à aller étudier son comportement. Comment est-ce que, quels sont ces modes d'acquisition des connaissances, des savoirs et des savoir-faire? Puisque dans un cadre éducationnel, les modes d'acquisition des connaissances sont ces trois modes-là, au niveau cognitif, au niveau pratique et au niveau affectif. Déjà, partant du postulat que l'enfant surdoué ou la personne adulte qu'on considère comme surdoué ou qui a un quotient intellectuel très élevé, doit pouvoir, j'allais dire, nous montrer à ceux qui sont autour de lui qu'il y a chez lui des traits de caractère qu'on ne retrouve pas nécessairement chez tout le monde. En d'autres termes, quand on essaie d'étudier nécessairement de façon clinique une population, éventuellement on ira les suivre. Bon, chez nous ici, on ne peut pas faire ces études sur de longues années, mais je sais qu'en Europe, ils ont cette capacité-là de suivre des groupes d'enfants depuis leur bas âge jusqu'à peut-être qu'ils atteignent l'âge adulte, soit même jusqu'à 25 ans et plus. Mais chez nous, on n'a pas les moyens de faire ces longues études-là. Du coup, ça permettra de savoir, soit quand il est jeune, quand il est enfant, à l'âge d'enfant, quels sont son comportement, et quand il va grandir ou quand il grandit, quelles sont ses aptitudes au niveau social, au niveau familial, au niveau professionnel. Voilà ce pourquoi on peut entreprendre ce genre d'études-là, parce que de façon péremptoire, de façon sans examen, on ne peut se prononcer ou déclarer X ou Y qu'il est doué, qu'il est surdoué. Qu'il est surdoué, c'est-à-dire qu'il est au-delà de ce qu'on peut appeler de la norme. Vous voyez un peu. Donc pour les grandes personnes, on parle de tests d'intelligence, de quotient intellectuel avec des questions, mais généralement, j'allais dire ces questions-là sont de l'ordre de la cognition. Et rarement de l'ordre des questions de pratique, parce que on fait cette liaison entre sa cognition et son volet affectif. Alors, tout à l'heure, je parlais du domaine des arts. Chez les enfants, une fois qu'on a ce constat-là, où la personne est soit fermée ou elle est hyperactive, on essaie donc de l'aider au moyen de l'activité artistique. Voilà. Au moins de l'activité artistique. Parce que avec les arts, on suppose que s'il est hyperactif ou s'il est renfermé, la pratique de l'art va l'aider à s'extérioriser. Et la lecture donc de ce qu'il fait peut aider à étudier sa personnalité. Voilà. Donc, je pense que, je peux le dire au regard de ce que je viens de dire, c'est que
c'est plus facile d'étudier l'enfant que la personne adulte, en fait, du point de vue de la pratique artistique. Alors, merci, docteur Niamen. Alors, je voulais passer la parole au docteur Mathieu. Docteur Mathieu, est-ce que le docteur Niamen parlait du domaine artistique? Je ne sais pas si il vous arrive d'écouter la musique camerounaise. Est-ce que quand vous écoutez la musique camerounaise, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'écouter un artiste camerounais et de vous dire, voilà quelqu'un qui est doué? Ou alors peut-être dans le domaine sportif. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rencontrer un sportif et de vous dire, voilà quelqu'un qui est doué? Alors, docteur Mathieu, si vous êtes en train de parler, vous devez d'abord ouvrir votre micro. Oui, la question était concernant les artistes camerounais. Je posais la question de savoir, est-ce qu'il vous arrive d'écouter la musique camerounaise et est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'écouter un artiste camerounais et de vous dire, voilà quelqu'un qui est doué, voilà quelqu'un qui joue bien d'un instrument de musique ou alors qui, je sais pas moi, qui joue bien de la musique. Ou alors dans le domaine sportif, vous avez déjà rencontré un sportif et vous avez dit, voilà quelqu'un qui est doué, voilà quelqu'un qui, sur le terrain, démontre un certain nombre de choses. Bon, non, pas vraiment, mais dans les souvenirs, il y avait... c'était les têtes brûlées à l'époque. Et puis, il disait qu'il n'avait pas appris la musique spécialement quelque part. Donc, je crois que c'était des guitaristes et des bassistes à l'époque. Et il y en a, je pense que parmi eux, il y a un qui disait qu'il n'avait jamais pris des cours de musique et que ça venait instinctivement. Maintenant, après, je ne sais pas. Ça, c'est dans les dits. Je pense que j'avais vu ça lors d'un documentaire. À l'époque, les cours de musique, bon, généralement, les parents, on donnait, c'était à lui. Donc, un parent transmet à un enfant. Et puis, voilà, il n'y avait pas de cours de musique comme aujourd'hui, on apprend le solfège et tout. Donc, maintenant, si à travers ça, on doit dire qu'ils sont surdoués, vraiment, je ne sais pas. Mais il y a des exemples comme ça dans presque tous les domaines. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer parce qu'il y a des critères pour déclarer quelqu'un surdoué. Donc, voilà. Est-ce que, docteur Mathieu, est-ce qu'il vous arrive de regarder des matchs de football? Oui. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regarder un match de Samuel Eto'o? Un match de football de Samuel Eto'o. Bon, peut-être à l'époque, mais pas vraiment. Je n'ai pas souvenir. Est-ce qu'il vous est arrivé de regarder un match de Didier Drogba? Vous avez vu Didier Drogba jouer au football? Oui. Est-ce que vous avez vu Emmanuel Adebayor jouer au football? Non, je me souviens de celui qui est président là, c'est qui? Qui est président d'un pays, Georges Weah. Oui. Par contre, quand on était plus jeune, quand on le voyait jouer, les gens disaient waouh, waouh. Maintenant, après, pour les autres, je ne peux pas me prononcer. Bon, Roger Mila aussi, c'était une légende. Donc, quelqu'un qui n'a pas appris, il n'a pas spécialement suivi des cours il n'a pas fait une école de football à proprement parler, mais il savait lire le jeu, il voyait. Bref, c'est ça. Mais comme je dis, on ne peut pas qualifier de surdoué comme ça. On va seulement voir le talent. On va dire, voilà, ce sont des gens qui sont très talentueux, qui ont eu qui savaient à cette époque-là, ils avaient un talent à cette époque-là, mais sans plus.
Merci, Dr. Mathieu. Je voulais passer la parole à Madame Yotat. Madame Yotat, vous êtes coach en développement personnel. Est-ce que vous y voyez un intérêt de la détection des talents, peu importe le domaine, pour les amener pour pouvoir travailler avec eux et les amener à développer, à exploiter ce talent au maximum, comme ça a été dit dans le texte? Bien sûr, ça serait vraiment une bonne chose si on peut détecter ces personnes qui ont des talents là et les aider, les amener vraiment à exploiter ça parce que je sais pas, je peux prendre un exemple. En fait, toute personne qui sait faire quelque chose et qui ne peut pas le faire correctement, ça, c'est un peu comme du gâchis. C'est comme si on gâchait vraiment, s'il mettait vraiment son talent à l'œuvre et qu'il aidait vraiment les gens. Comme j'ai dit, généralement, il y a ces personnes qui ont la chance de tomber sur certaines personnalités et qui essayent de les aider. Mais ils sont peu. Il y a d'autres qui sont cachés et qu'on peut très bien essayer de les repérer pour pouvoir leur donner la chance de développer leur savoir. On les accompagne. Et comme j'ai dit, tout part aussi d'abord des finances. Parce que si il n'y a pas ces finances-là, s'il n'y a pas un préfinancement pour pouvoir les aider, ça serait compliqué. Et comme moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, moi, j'ai vu beaucoup d'enfants surdoués. Parce que pour moi, ce que j'appelle même d'abord surdoué, tu vois, un enfant à son âge qui fait des trucs, on peut dire paranormal, vraiment, en fait, quelque chose qui soit au-delà de ses capacités ou bien les capacités d'un enfant de son âge. Du coup, on les voit partout sur les réseaux sociaux, mais sauf que il n'y a pas le financement pour les emmener plus loin que ça. Et c'est dommage. C'est comme si c'est du gâchis. Donc, pour moi, ça serait vraiment une bonne chose si on pouvait déjà commencer ou pourquoi pas créer vraiment des structures pour pouvoir accueillir ce genre d'enfants, les emmener vraiment à mettre au profit je veux dire, de leur pays ou de l'humanité, leur savoir-faire. Ça serait vraiment une bonne chose parce que je crois que au Japon, le Japon le fait, la Chine le fait. Les enfants qui sont doués là, on les emmène à créer des choses, à faire des trucs pour aider leur pays. Et c'est une bonne chose. C'est dommage qu'en Afrique, bon, c'est pas encore pensé ou officiel. C'est vraiment triste. Ok. Merci, Madame Yotat. Alors, Madame, Mademoiselle, vous voulez ajouter quelque chose ou on passe à la question suivante? Parce que c'est vous qui avez soulevé la problématique de l'intérêt de mener des études sur ce type de personnes. Je compléterai en disant que nous sommes uniques comme tout le monde. Je continue à me baser sur ce qui est connu, sur ce qui existe jusqu'ici comme connaissance à propos du cerveau qui est en fait l'organe d'apprentissage et l'organe de la relation. Je continue à dire que compte tenu de ce que l'on sait jusqu'ici et la masse de choses qui relèvent encore du mystère, la notion de surdoué, je la questionne énormément. Et je redis donc, compte tenu de ce qui est su à propos du cerveau, nous sommes uniques exactement comme tout le monde. Pour dire qu'en réalité, du moins, en réalité, nous sommes tous moyens et c'est nettement mieux d'être, c'est très bien d'être moyen. Notre outil se comporte de la même manière où que nous nous trouvons. Il a un fonctionnement qui est le sien, qui est ce que nous disent les neurosciences rendues à la date d'aujourd'hui. Donc, parler de surdoué, qui est une notion qui se mesure. C'est ça mon problème. La notion de surdoué, c'est un caractère qui se mesure. Et pour mesurer, il faut être dans un contexte, il faut encadrer des paramètres de sorte que la mesure soit scientifique. Et quand on n'a pas les conditions, voilà,
il faut avoir donc maîtriser des paramètres pour que le résultat de la mesure soit pertinent. Deuxième élément, qui est une contrainte par rapport à cette notion de surdoué, c'est que le cerveau dont l'activité est en train d'être mesurée est un organe incarné. Donc, il se trouve dans un corps et le corps se trouve dans un contexte. Autant de notions qui ne sont pas gratuites au sujet de cette mesure-là. Alors, quand nous disons qu'un enfant est surdoué ou il n'est pas, c'est nécessairement en comparaison. La mesure est nécessairement comparative, c'est-à-dire qu'il a fallu une échelle que l'on dit, du moins, une échelle qui dit voici ce qui est surdoué et le reste ne l'est pas. Et une échelle, donc, elle n'est pas ex nihilo, elle porte sur une personne qui est un être humain vivant et vivant dans un contexte. Donc, finalement, je questionne énormément cette notion de surdoué. Et je ne sais pas si l'humanité a un déficit par rapport à son développement parce que il y a des enfants qui ne sont pas identifiés comme surdoués. La plus grande difficulté de l'humanité, c'est d'arriver à faire société, à participer au soft commun. C'est ça qui est notre vraie difficulté. Nous habitons tous une planète qui est en si grande dégradation et nous n'arrivons pas à coopérer pour préserver notre survie. Maintenant, les difficultés scientifiques par rapport à l'accès aux connaissances qui pourraient permettre d'améliorer notre existence matérielle, je pense que nous ne l'avons pas à ce moment. La technologie est suffisamment poussée et les outils aujourd'hui permettent que la technologie se répande et aille jusqu'aux extrémités. Donc, à mon avis, il n'y a pas un vrai problème en tant que tel. Un enfant qui a été dit surdoué, une fois adulte, a des difficultés quant à relationner aux autres. Donc, toute la souffrance de notre humanité se trouve dans la relation à l'autre. Et il n'y a aucun endroit où cela nous est enseigné, comment relationner, comment vivre, comment être humain. Et être humain, c'est jamais être seul. C'est ça, à mon avis, l'enjeu de ce que l'on peut apporter à un être humain en termes d'apprentissage. Alors, je voudrais faire, si vous me permettez, vous amener à vous interroger. Madame Tutuapa a dit être moyen, c'est bien. Je voudrais revenir sur la question que j'ai posée au docteur Mathieu. J'ai posé la question et à Madame Yotat, si elles ont l'habitude de regarder le sport. Alors, quand vous regardez, si vous avez eu la peine de regarder Lionel Messi jouer au Barça, quand vous regardez les vidéos de Lionel Messi déjà quand il était en Argentine, il faisait des choses qu'un gamin de son âge, on ne pouvait pas imaginer qu'un gamin de son âge puisse faire. Il avait des défauts par rapport à sa taille, ce qui a été amélioré. Quand dans la thématique, on dit comment est-ce que ces personnes ont aidé à améliorer le processus d'apprentissage. Si vous vous souvenez, une demi-finale Barcelone-Chelsea, José Mourinho avait dit il a regardé cette vidéo-là plus d'une fois pour pouvoir trouver la formule pour pouvoir vaincre le Barça, parce que Messi était dans cette équipe. Vous voyez comment une personne est douée, elle amène des gens à réfléchir et à se surpasser pour pouvoir trouver une solution à un problème. Voilà pourquoi ces personnes réussissent à améliorer le processus d'apprentissage. S'il n'existait que des gens moyens dans notre monde, j'ai envie de me demander, est-ce qu'on connaîtrait des progrès scientifiques, par exemple dans le domaine de la médecine? Aujourd'hui, dans le domaine de la médecine, on découvre des choses. Dans le domaine de, je sais pas moi, de l'informatique, on découvre des choses. C'est parce que ces personnes surdouées viennent amener les gens je sais pas si je vais dire créer la difficulté pour amener les gens à pousser, à se surpasser dans la réflexion et pour pouvoir créer des choses pour faciliter la vie. Bon, ça c'est une petite réflexion. Alors, on va continuer. Ces cerveaux à haut potentiel, les surdoués ont également fait l'objet de travaux passionnants visant à comprendre les mécanismes secrets de leur cerveau. Grâce à l'avancée prodigieuse des neurosciences actuelles, on a réussi à saisir l'invisible. Le cerveau des surdoués présente des spécificités fonctionnelles et structurales. Leur intelligence emprunte des voies cérébrales à la fois différentes
de celles habituellement activées et de façon particulière. Des méta-analyses, synthèse de plusieurs études scientifiques, récentes comme celle du neurologue français Michel Habib et celle de la neuroscientifique américaine Nicole Tirold, recensent ces caractéristiques cérébrales dont voici les plus remarquables. L'hyperconnectivité des deux hémisphères cérébraux, mais un surengagement du droit dans certaines tâches, une transmission rapide des informations, une importante densité neuronale du circuit pariéto-frontal, c'est-à-dire entre le cortex frontal, zone des fonctions exécutives comme la planification et véritable chef d'orchestre de l'intelligence, et les lobes pariéto-sensoriels, plaque tournante de la distribution des informations dans l'ensemble du cerveau. La circulation des données dans ce circuit est aussi plus rapide que celle habituellement observée, car les prolongements des neurones sont davantage entourés de myéline, la substance blanche qui accélère la condition de l'influx nerveux. Donc, le cerveau des surdoués présente plus de connexions, plus de substances blanches, il traite davantage d'informations venant du monde extérieur et le fait de manière plus rapide. Il en résulte que des adultes en alerte, dotés d'une attention aiguisée, continuent sur l'environnement et qui captent tous les signaux les plus évidents comme les plus subtils. Ils analysent en permanence le monde et ce qui s'y joue, le visible comme l'invisible. Constamment, ils tentent de comprendre les autres, qui ils sont, comment ils fonctionnent, pourquoi ils agissent comme ils le font. Les surdoués veulent toujours aller plus loin, ne s'arrêtent pas aux apparences ni à l'évidence. Ils ont besoin de précision, l'à peu près étant inacceptable. Moi, la question que je me suis posée, c'est, pour comprendre le monde visible comme l'invisible, est-ce que nous ne sommes pas déjà là dans le domaine de la spiritualité ou alors dans le domaine de la religion? Je passe la parole à qui veut la prendre en premier. Ok, comme c'est libre, j'aimerais avancer, si vous permettez. D'accord. Oui, j'aimerais, avant d'arriver à ce que vous venez de dire, revenir un peu sur ce que les ateliers psy avaient dit sur cette question de surdoué, ce malaise qu'elle a en ce qui concerne la mesure. Oui, effectivement, cela constitue la limite en ce qui concerne la détection des enfants dits surdoués. Donc, à travers la mesure, bon, c'est comme on établit une ségrégation qui est en train d'établir une certaine distinction qui contribue en réalité à faire de ces enfants dits surdoués d'autres êtres. On dirait qu'ils sont d'autres êtres et qu'ils sont dans une catégorie particulière et ils sont différents des autres. Effectivement, ils ont une différence et cela se traduit dans les actes qu'ils posent. Et pour revenir à ce que vous êtes en train de dire, oui, est-ce qu'on n'est pas en train de s'inscrire dans une dimension de la spiritualité? Ben, j'aimerais faire remarquer que il y a eu beaucoup de surdoués qui ont fait avancer la science. Si vous prenez Einstein, ben c'est l'un des surdoués qui a fait avancer vraiment la physique. Si vous prenez même au niveau du domaine de la psychologie, Sigmund Freud, il suffit que vous lisez leur œuvre et là vous comprendrez que vous allez vous interroger comment une personne a pu arriver à ce niveau de réflexion. Et vous prenez encore d'autres, vous allez le constater. Et vous prenez par exemple le plus riche actuellement, c'est, comment il s'appelle, son nom m'échappe. Il a été nommé dans l'administration Trump et il n'a pas fait 6 mois, hein, il a claqué la porte. Donc voilà, ce sont des gens qui
Elon Musk. Pardon? Elon Musk. Elon Musk. Ouais. Elon Musk, oui. Ben, voilà, ce sont des surdoués. Et ils sont à la quête perpétuelle de la connaissance. Ils sont vraiment portés à découvrir. Ils veulent toujours découvrir, découvrir toujours plus. Voilà, donc, dire que on est dans la, oui, quelque part. Parce que même les textes bibliques et coraniques nous disent qu'il faut chercher à connaître, qu'il faut chercher le savoir. Donc, je crois que certains d'entre nous ont été dotés de cette capacité à aller encore plus loin. Et cette capacité, donc, devrait être reconnue et de sorte qu'on puisse vraiment encadrer ceux-là pour pouvoir bénéficier de leurs dons ou bien de l'expression de leurs dons. Parce que là, nous sommes tous dotés. Ce qu'ils sont en train de faire, nous sommes dotés de ce qu'ils arrivent à faire, mais nous n'avons pas l'expression de ce qu'ils font. Alors, il faudrait qu'il y ait des cadres qui permettent d'entretenir et de faire mieux avancer ceux qui ont cette capacité d'exprimer ce que nous n'arrivons pas à exprimer. Vous avez tantôt parlé de Lionel Messi, ou bien de Cristiano Ronaldo, ou bien d'autres. Quand vous voyez ces Ronaldo, le Brésilien, et quand vous voyez Messi, ce qu'ils font, ben, c'est totalement extraordinaire. Ben, on peut pas imaginer qu'un être humain puisse arriver à faire des trucs pareils. Mais, cela existe en nous, mais là, c'est l'expression qui n'est pas possible. Bon, c'est pas qui n'est pas possible, mais qui n'est pas là au niveau des autres, qui ne s'exprime pas, qui est là, mais qui ne s'exprime pas. Eux, ils arrivent à l'exprimer. Alors, il faudrait le reconnaître et les encourager à continuer à nous faire découvrir. Parce que d'une part, ils nous amènent, c'est comme, ils nous traînent vers une meilleure connaissance de nous-mêmes, une meilleure connaissance de notre monde. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci, M. Aboukarim. Alors, Dr Mathieu veut prendre la parole. Allô, Dr Mathieu? Alors, Madame Yotal, le temps que le Dr Mathieu nous revienne, Madame Yotal, vous voulez prendre la parole? Si vous êtes en train de parler, vous devez... votre micro est fermé. Ah. D'accord. En fait, je voulais demander que vous posiez encore votre question parce que j'ai pas bien compris la question, j'ai pas bien assimilé la question. Alors, je posais la question de savoir est-ce que quand on dit comprendre, ces personnes arrivent à comprendre. Micro, s'il vous plaît, je suis rien. Pardon? Je disais. Votre micro est fermé. Micro. Oui, votre micro est fermé. Oh, maintenant c'est moi qui ai compris. Oui, je posais la question où on dit que ces personnes veulent comprendre le monde visible comme le monde invisible. Je posais la question de savoir est-ce que là on n'est pas déjà dans le domaine de la spiritualité ou dans le domaine de la religion? Ah, d'accord, le monde visible. Si, je crois que là, on entre déjà dans le domaine de la spiritualité. Hein. Et ça, c'est un domaine un peu complexe. Parce que si déjà il faut comprendre le monde visible et invisible, pour moi, je crois que ça part déjà de la spiritualité. Et c'est un peu complexe. Donc, je sais pas trop, c'est un domaine un peu très, très complexe. Ok, alors, Madame, pour sortir de l'émission, Madame Tchouchoua, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la question? Oui, Monsieur Pokam, nous sommes uniques comme tout le monde, en fait. Ce serait ça mon mot de fin.
Nous sommes uniques exactement comme tout le monde parce que nous nous servons du même outil pour relationner. Il n'y a pas une existence, quand bien même ce serait celle d'un surdoué, qui soit en dehors d'un système de relations. Et ces relations-là, c'est le canal de notre humanité. Je suis d'accord que les scientifiques ou les inventeurs ou les chercheurs, tout ce qui améliore l'aspect matériel de notre existence, a bel et bien été trouvé par d'après ce que vous dites, par des surdoués, mais la totalité de ce qui a été inventé ne l'a pas été nécessairement par les surdoués. Les surdoués y ont participé, mais il y a également de simples choses suffisamment rudimentaires qui ont été trouvées par des individus, qui ont été découvertes par des individus moyens, véritablement moyens. Pour revenir j'étais très contente quand Est-ce que vous avez Chaboukérim a mentionné. Madame Tchotchoa, est-ce que vous avez le nom d'un individu moyen, comme vous dites, qui a découvert ou qui a inventé quelque chose? La ceinture de sécurité a été mise en place par un ouvrier qui travaillait chez Volvo, et c'était un monsieur lambda, et il a décidé de la rendre, du moins de ne pas la breveter, donc de la rendre en libre accès. C'est pour ça que tous les constructeurs automobiles utilisent le même système de ceinture de sécurité. Et pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre pour découvrir la ceinture de sécurité? Ça veut dire qu'il a justement, je continue de dire que nous sommes uniques exactement comme tout le monde. C'est-à-dire que ce que je fais, vous me demandez pourquoi lui et pas un autre. Il n'y a pas de mérite à faire ce que je fais. Je le fais un point, c'est tout. Pour dire pourquoi lui et pas un autre, je suis en train de rentrer dans une comparaison qui n'est pas pertinente. Je disais donc que je suis unique exactement comme tout le monde. Maintenant, je voulais mentionner Einstein dont on dit qu'il est un grand scientifique, dont on l'imagine que, du moins ceux qui disent qu'il est scientifique, le commun des mortels imagine Einstein comme étant quelqu'un de rationnel, de logique et ainsi de suite, hein. Mais si vous regardez sa photo la plus répandue, c'est une photo où il tire sa langue. Et qui tire la langue sinon un enfant? Donc, pour être scientifique, il faut bien un côté espiègle, littéralement. Mais je ne sais pas si vous percevez ça. Il faut un côté artiste. C'est justement pour ça qu'il y a intérêt à travailler, pas seulement sur les enfants, mais aussi sur les adultes surdoués. Moi, je me souviens. Je vous demande donc, est-ce que tous ces inventeurs-là de l'ancienne école ont été pris en charge de façon particulière? Est-ce qu'ils ont eu besoin d'être pris en charge de façon particulière pour inventer ce qu'ils ont inventé jusqu'ici? Non? Pas du tout. Mais pas du tout, parce que justement, ils ont quelque chose en plus que les autres n'ont pas. C'est ce qu'on dit depuis. Une personne a quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Il a la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. Il a la capacité de faire ce que une personne de son âge, je ne sais pas comment je vais dire ça, ne peut pas faire. C'est pour ça qu'il est qualifié de surdoué. Si vous voyez Usain Bolt qui vous court 100 mètres en moins de 10 secondes, ben, quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Pourquoi c'est Usain Bolt? Parce que c'est Usain Bolt qui a reçu, comme dans le texte, ce cadeau, ce gift. Et que, heureusement, il a réussi à exploiter. Je ne sais pas si vous lisez la Bible. Dans la Bible, vous connaissez la parole. Je comprends tout à fait. Je continue. En fait, ce que je suis en train de souligner, c'est que le talent, cette capacité ou le caractère surdoué là, hein, il n'y a pas de mérite à ça. Ce n'est pas le résultat d'un travail ou d'un labeur ou d'une lutte ou bien de... Non, c'est complètement gratuit. Attention, il faut qu'on soit d'accord. Dans le texte, on dit qu'il y a des personnes surdouées qui connaissent l'échec. Pourquoi ils connaissent l'échec? Monsieur Aboukarim a parlé... Quel échec? Dans le texte... Quel échec? Ils connaissent quel échec? En milieu scolaire, dans le texte que j'ai lu, je pense que vous avez écouté le texte de départ. En milieu scolaire, ces personnes surdouées les échecs. Dans le domaine du sport, peux vous citer plein de sportifs qui étaient bourrés de talent, mais qui n'ont pas fait une brillante carrière. Le talent... Je comprends. Dans le domaine du sport, par exemple, on dit le talent ne suffit pas. Il faut aussi travailler. Mais dans le texte, on vous dit aussi que ces personnes ont reçu un don.
Maintenant, quand tu reçois un don, tu as la possibilité soit de travailler pour maximiser, pour exploiter ce don au maximum, soit Mhm. de faire comme dans la parabole des cinq talents, parce qu'à quelqu'un on a donné un talent, il estime que bon, il y a d'autres à qui on a donné des talents, ils ont travaillé, ils ont multiplié. Bon, je pense qu'on est arrivé Oui. au terme de notre émission. Je vais lire le texte de conclusion et puis on va se dire au revoir on va se dire rendez-vous pour la prochaine. Alors, les paradoxes de l'intelligence supérieure. Lorsque les tests d'intelligence se sont répandus, quelle ne fut pas la surprise de certains de trouver parmi les élèves en échec scolaire et en souffrance psychologique une proportion importante d'enfants sur deux. Une première onde de choc qui a suscité les premiers travaux, les premières réflexions des psychologues de terrain. D'abord le biologiste Rémi Chauvin, puis surtout le psychologue clinicien Jean-Charles Terrassier qui, dès les années 70, ont alerté les autorités scolaires. Des enfants au talent important souffraient à l'école, ne parvenaient pas à y réussir, encore moins à y exceller. Grâce à Terrassier, l'Éducation nationale, sous l'égide de Rémi Mounori, s'est penché sur la question et a publié en 1987 les premiers textes officiels pour sensibiliser les enseignants et ces enfants qui avaient parfois besoin d'aide pour exprimer pleinement leur potentiel. Puis la première association émergée en 1971, l'ANPES, Association nationale des parents d'enfants surdoués, transformée en 1986 en ANPEIP, l'Association nationale des parents enfants intellectuellement précoces, car l'éducation nationale préférait, pour des raisons politiquement correctes, parler d'enfants intellectuellement précoces plutôt que de surdoués. En France, on n'aime pas l'inégalité. L'ANPEIP est aujourd'hui une association très puissante, rassemblant des milliers de familles. Elle a permis à d'autres associations comme l'AFEP, l'Association française pour les enfants précoces, d'émerger et de se développer, toutes étant très actives. Grâce à leur travail, les textes de l'éducation nationale se sont enrichis, les familles sont accompagnées, les parents peuvent se rencontrer, les enfants disposent des lieux pour se retrouver. Ces associations diffusent et font comprendre la précocité intellectuelle et nous ont permis à nous cliniciens, vous cliniciens, de ne plus être seulement dans l'intervention quand rien ne va plus, mais aussi dans la prévention. Rencontrer ces surdoués, enfants, adolescents, adultes qui vont bien, voire même très bien, nous a donné des clés pour mieux aider ceux dont la route est semée d'embauche. Voilà comment ils ont amélioré le processus d'apprentissage. Alors sur ce, je vais dire merci à M. Abouterim, je vais dire merci à Mme Floriane Dotal et je vais dire merci à Mademoiselle Chetois et j'espère qu'on va se retrouver le mois prochain avec une autre thématique qui sera toujours aussi intéressante. Je vous dis ciao, bye bye tout le monde. Bye bye. Bye bye.